Donc après les questions, le jugement face à l'environnement, face aux exploitants, on va en venir avec vous, Marcel de Ressac, face à la science et au terrain lui-même que vous connaissez, qui est surtout un terrain des pays en voie de développement, hein, pour ce qui concerne le CIRAD et vous-même. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il va falloir faire des choses particulières, normées ou pas normées? Est-ce qu'il faut des politiques agricoles ou pas de politique agricole? Comment vous jaugez, vous, cette capacité à être scénario alternatif du scénario AEI? Vaste question. Vaste question. Rapprochez votre micro. Oui. Oui, vaste question, parce qu'il y a d'abord une question de l'implication de la recherche par rapport à ça. Comment se positionne la recherche par rapport à un nouveau champ qui est celui de l'agriculture écologiquement intensive. Alors, c'est vrai que c'est un très vaste chantier qui est ouvert. Si on réfléchit un petit peu, il y avait un schéma un petit peu simplifié, facile, je dirais pas facile, sur laquelle la recherche agronomique s'est penchée pendant de nombreuses années. C'est le champ avec une seule espèce. On éradiquait tout ce qui gênait, on faisait des essais, et quelque part, c'était, je dirais, un regard un peu rétrospectif, c'était finalement facile. Et puis là, tout d'un coup, on parle d'agriculture écologiquement intensive, et puis tout est remis en cause. L'écosystème est complexifié, on parle de l'écosystème naturel, on essaye d'en faire et de piloter pour arriver à quelque chose de productif dans ce qu'on veut. Et alors là, il y a plein de questions qui sont soulevées. Donc, je voudrais simplement revenir sur comment on peut aborder ça au niveau de la recherche. Après, pour arriver à la question des normes, qui est à mon sens assez difficile, mais il faut débobiner un petit peu. Je distinguerai à peu près schématiquement 3 volets d'action ou d'implication de la recherche. Les 3 volets, c'est comprendre, mettre en œuvre et puis évaluer. Alors comprendre, déjà, on a un écosystème bien plus complexe que ce qu'on avait avant, et il faut essayer de comprendre. Alors je donnerai un exemple que j'ai en tête parce qu'il est travaillé au CIRAD, un exemple encore simplifié, une culture, le coton en Afrique de l'Ouest, et puis une chenille qui vient bouffer les... Pardon, il faut se rapprocher. Voilà. Et donc, excusez-moi. Et donc, le coton, une culture simple en Afrique de l'Ouest, une chenille qui vient bouffer les capsules. Alors, là, dans ce système-là, on essaye de trouver des moyens de régulation qui limitent ou annulent tous les traitements, parce qu'on va jusqu'à 15 traitements d'insecticides sur une même culture. Très bien. Pour ça, il faut connaître la biologie de l'insecte. Alors là, elle est à peu près connue. On connaît le cycle, les stades larvaires, les stades adultes, etc. Puis ensuite, il faut connaître son écologie. Et puis, ses déplacements. Et en ce moment, on est en train de travailler sur les déplacements en faisant appel à un certain nombre de techniques, je dirais, assez élaborées, sur des marqueurs bactériens, de la flore bactérienne qui se retrouve sur l'insecte, qui permet sa traçabilité dans l'espace, dans le temps. D'autres marqueurs pour sa nourriture, c'est-à-dire on essaye de savoir il se nourrit sur quelle espèce, donc ils vont constituer des niches où il peut se reproduire le long du cycle, etc. Donc il y a un ensemble de connaissances à produire qui vont nous permettre après de proposer des solutions pour ne plus être obligé de traiter et faire des traitements insecticides. D'aventure, le coton, quand on commence à le bouffer, il ne réagit pas comme la plante piquée de Michel Queffron tout à l'heure. Il n'y a pas une inspiration biologique il y a peut-être, à trouver. Là, on n'a pas encore, été voir la bio-inspiration chez le cotonnier. Bon, on a des tas d'exemples comme ça. On peut reprendre, je pense à l'exemple qui était donné hier dans le film, avec la microbiologie du sol et Claude et Lydia Bourguignon. Donc ils disent le sol est vivant, le sol est mort, etc. Bon, maintenant, en fait, on est obligé de complètement revisiter
des questions qui étaient anciennes sur la microbiologie du sol, de les revisiter complètement par la recherche avec des moyens extraordinaires qui sont offerts. On appelle ça la métagénomique du sol, qui vous donne un profil général, un profil ADN du sol, etc. Et qu'on va essayer de décliner, de comprendre et de voir à quoi ça correspond par rapport à des situations culturelles. Donc il y a un champ absolument extraordinaire au niveau de l'analytique. Et puis il y a un autre champ qui se développe, c'est-à-dire qu'après, quand on a appris un système simple, le cotonnier, et puis Helicoverpa, la chenille, après, il faut le réintégrer dans son ensemble. Donc là, il faut construire une représentation à la fois simplifiée mais réelle de l'ensemble du système sur lequel on travaille et faire appel à la modélisation. Et puis, là-dessus, cette représentation dynamique, elle a un intérêt, c'est qu'elle va permettre après de savoir dans quel domaine on va pouvoir appliquer les résultats et les connaissances qu'on a produites, et puis dans quel domaine on ne peut pas, quelles sont les capacités d'extrapolation d'un résultat produit à tel endroit, etc. Donc c'est l'intégration des connaissances à des fins d'utilisation. Alors après, il y a la mise en œuvre. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand je pars dans le schéma qui est comprendre, mettre en œuvre, évaluer, il ne faut surtout pas s'imaginer un schéma linéaire. C'est pas d'abord on comprend, ensuite on met en œuvre, et puis c'est le transfert, le top-down, et puis ensuite on va évaluer ce qu'on fait, et puis éventuellement on boucle. Non, c'est vraiment un schéma, je dirais, triangulaire, c'est-à-dire que c'est pas la recherche qui pilote toujours et qui est là en disant on va produire de la connaissance et puis ensuite on va demander à l'agriculteur de l'appliquer. On sait très bien notamment que les agriculteurs ont une très grande connaissance empirique, mais de certains processus écologiques, etc. Et c'est souvent eux qui vont donner à la recherche des indications en disant mais nous on fait ça, ça marche, expliquez-nous pourquoi. Donc il y a ce retour. Et puis l'évaluation elle-même, quand on évalue un ensemble de systèmes, ça va re-questionner la recherche et puis ça peut remettre en place de nouveaux systèmes et de nouvelles pratiques. Donc c'est bien un triptyque triangulaire qui s'alimente. Et en même temps, vous êtes en train de nous expliquer que la recherche elle est à maturité pour traiter et aborder les problèmes qu'on a abordés maintenant. C'est-à-dire qu'elle a des méthodes, elle a des moyens, elle a une façon de voir les choses et de rentrer dans le complexe, de sortir finalement du schéma de taylorisation que vous avez esquissé tout à l'heure en disant finalement il a failli. Et maintenant il faut qu'on revienne aux choses complexes. La nature, elle n'est pas taylorisée. Voilà. Oui, disons qu'on a des outils nouveaux qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, ça c'est certain, et donc on est peut-être plus apte à traiter des systèmes complexes, mais... On est dans le chaos et dans les fractales, entre guillemets, sur tous les terrains. Mais on a beaucoup de choses à apprendre. Bien entendu, mais en même temps on a l'état d'esprit pour le faire maintenant. Oui, disons que la science évolue, hein, merci, la recherche n'est pas toujours en retard. Bon, ensuite, il y a l'autre partie, une deuxième partie, deuxième volet, qui est celle de la mise en œuvre. Et sur la mise en œuvre, il s'agit de passer du processus étudié, de sa compréhension, à son contrôle par l'agriculteur et par l'ensemble des acteurs. Et c'est là où j'insiste, c'est bien l'ensemble des acteurs. Lorsqu'on parle d'agriculture écologiquement intensive, on traite de certaines choses qui sont notamment le maintien d'une biodiversité, etc. C'est pas à l'échelle de la parcelle, c'est pas à l'échelle de l'exploitation, c'est à l'échelle d'un territoire que ça se fait. Monsieur Garot en a parlé aussi un petit peu à ce niveau-là. Et donc, il doit y avoir une espèce de gestion collective. Et donc, l'innovation... D'abord, elle n'est pas la recherche qui arrive, etc. On sait que ça ne marche pas. C'est une co-construction d'innovation avec un ensemble d'acteurs pour savoir comment une production de connaissances peut éventuellement être utilisée sur un territoire donné. Et ça change tout. Ça change tout parce que c'est bien une interaction entre acteurs. On ne sait pas au départ, on n'arrive pas avec une formule toute prête, ça marche, allez-y. Mais on co-construit ensemble et à différentes échelles.
Enfin, je donne un exemple, mais depuis très longtemps, sur un des facteurs, mais l'eau, c'est un facteur important. Bon, dès qu'on passe sur des systèmes un petit peu artificialisés, des périmètres irrigués, dans les pays du Sahel, il y a une gestion collective de l'eau qui s'est mise en place, et puis une distribution, une tarification, etc. Et tout ça, c'est géré collectivement. Et je crois qu'il faudrait arriver à un système à peu près similaire. Alors, il y a la co-construction de l'innovation, et puis il y a sa diffusion. Et ça, ce sont des processus qui sont encore méconnus, à la fois dans la co-construction d'innovation et dans leur diffusion, et c'est des questions qui interpellent la recherche. Après, il y a une partie qui est... oui, je voudrais aussi revenir sur ce que disait M. Garot. Il y a aussi la partie, disons, de formation. Et là, on peut faire l'hypothèse que l'AEI, l'agriculture écologiquement intensive, est en effet à haute valeur intellectuelle, et qu'il y a un tas de connaissances qui doivent être passées de manière bilatérale, réciproque, etc., qui doivent être échangées. Mais en effet, l'agriculteur est un expérimentateur, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a ce niveau de connaissance qui doit certainement s'accroître dans tous les sens, au niveau écologique et autres. Oui. Alors, un exemple pour illustrer votre propos, enfin tout ce que vous êtes en train de dire là. Bon, avec Hubert Garand, on parlait du binage géopositionné. Et j'ai rappelé la formule que j'ai entendue depuis mon enfance, un binage vaut 2 arrosages. Gestion de l'eau. Est-ce qu'on sait pourquoi un binage vaut 2 arrosages? Est-ce que les scientifiques se sont penchés sur la question ou pas? Oui, oui, normalement, on le sait très bien. Donc est-ce que c'est pas une solution alternative dans la gestion de l'eau? Les agriculteurs le savent très bien. On peut le raisonner en disant que bon bah d'abord, on évite à des plantes adventices de transpirer dans l'interligne. Deuxièmement, voilà, on fait une rupture de capillarité, ce qui fait que l'eau reste dans le sol, etc. Donc tout le monde sait ça. C'est une question de géocien. On oublie. Il doit y avoir d'autres choses et je les connais pas toutes. D'accord. Mais en même temps, est-ce que c'est dans ces mises en œuvre, ce binage géopositionné qui est fantastique parce que ça rejoint de l'ancestral et du moderne, est-ce que c'est parmi les choses qu'on peut faire, y compris dans les pays en voie de développement? Alors, dans les pays en voie de développement, comment dire, il y a la question qu'on part de... Les points de départ sont très différents. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a montré le modèle d'agriculture du Nord, hein, celui dans lequel on est encore actuellement. Et on disait, erreur de raisonnement magistral. Et on disait au Sud, allez-y, faites donc la même chose. Faites donc la même chose. Et puis le Sud, eh ben, ça dépend des Suds. Hein. Il n'y a pas un Sud, il y a plein de Suds différents. Si on est au Brésil, oui, ils ont appliqué les mêmes recettes. Ils sont exportateurs de beaucoup de choses. C'est formidable. Ils ont des espaces encore immenses à valoriser. Et puis, si on prend d'autres régions, je dirais aussi bien en Asie qu'en Afrique, on est parti, le point de départ est très très différent. C'est dans certaines régions, je prends en Guinée, on part du système de la forêt naturelle, et puis on commence par faire une petite défriche, et on y met 2-3 plantes qui poussent, du taro, du caféier, du machin, du cacaoyer, et puis on ouvre un petit peu plus, et puis on mélange des espèces, etc. On part au contraire de l'écosystème naturel, et petit à petit on l'anthropise, et on le simplifie un peu, mais tout en gardant une grande diversité. Alors, mais c'est des systèmes qui sont fortement manuels. Alors après... la question, est-ce que les techniques telles que vous le dites de géoposition peuvent entrer directement? Non, mais ça dépend des Suds. Voilà. Alors, on voit bien le panorama que vous nous tendez. On comprend bien du coup qu'on ne peut pas faire de normes, on ne peut pas avoir un cahier des charges d'agriculture écologiquement intensive pour les Suds. Juste avant d'arriver aux normes, parce que la question des normes pose la question de l'évaluation, qui était le troisième volet que je voulais aborder au niveau de la recherche. Si on parle d'agriculture écologiquement intensive, derrière, on dit que l'agriculture n'est pas simplement productrice de biens agricoles, tant de tonnes à l'hectare de blé, etc., mais
elle est aussi productrice de services, et de services environnementaux. Donc il y a un ensemble de services sur la qualité des eaux, sur l'érosion des sols, sur le stockage du carbone, sur etc., etc., donc qui sont répertoriés. Et donc on demande à l'agriculture de produire des biens et des services. Donc après, il faut l'évaluer. Et c'est toute la question, il y a bien une multifonctionnalité de l'agriculture, et puis comment on fait pour l'évaluer. Donc on a des systèmes qui sont de plus en plus diversifiés, c'est-à-dire que ils sont locaux, on constitue à chaque endroit un écosystème qui lui est propre pour lui faire donner son maximum, mais d'une situation à quelques kilomètres de distance ne sera pas la même. Donc on recrée des systèmes complètement différents qu'il va falloir évaluer, non plus sur une production, mais sur un ensemble de productions de biens et de services. On ne sait pas faire. On commence à le faire, et la recherche le fait, dans des évaluations dites multicritères, ou sur certaines choses, par exemple le stockage du carbone ou les émissions de gaz à effet de serre, on pratique des ACV, des analyses cycle de vie, etc., qui permettent de suivre au long de la filière. Mais grosso modo, on est encore dans des voies que je dirais exploratoires. Là-dessus... ça, c'est au niveau de la parcelle. Et puis après, on passe au niveau national ou international. Il faut évaluer l'agriculture sur l'ensemble de ces biens et services qui sont produits. Et alors là, c'est encore... il faut changer les bases statistiques de la FAO ne sont plus suffisantes. Il faut en refaire. Et donc là, il y a plein de travaux à initier là-dessus. Pourquoi faut-il absolument aboutir à une évaluation? Alors on comprend intellectuellement, mais pratiquement, ça apporte quoi? Alors l'évaluation, parce que deux systèmes différents ne vont pas produire les mêmes biens. C'est pour les prospectivistes, pour les gens qui font des scénarios derrière, que vous voulez des données précises? Non, c'est aussi parce que l'agriculture pourrait être rémunérée sur la base des services environnementaux qui sont fournis au pays. Donc ça, c'est des discussions qui sont actuelles et qui me semblent intéressantes. On l'accepte pour la forêt. Déforestation évitée, le stockage du carbone par les forêts, protocole de Kyoto, les mécanismes de développement propre, etc. Et puis, finalement, il y a des paiements de services qui sont donnés à la forêt et qui ne sont pas donnés à l'agriculture. Bon. On peut s'interroger. Alors qu'on peut faire un parallèle très, très précis. Ah bah oui. L'agriculture peut stocker du carbone. Évidemment. Pour l'instant, l'agriculture est montrée du doigt parce qu'elle participe à l'émission des gaz à effet de serre à hauteur de, on ne sait pas, 15%, 20%, enfin je ne sais plus exactement. Les chiffres varient selon les régions. Mais l'agriculture peut devenir, l'agriculture écologiquement intensive peut devenir une activité qui va stocker du carbone et qui pourrait être rémunérée à ce titre-là. Et pour l'instant, ce n'est pas passé dans les politiques. Donc, mais par contre, il faut pouvoir l'évaluer. Donc, on revient à la question de l'évaluation. Est-ce qu'il y a des moyens d'évaluation qu'on n'utilise pas encore suffisamment, comme par rapport au géopositionnement, les satellites? Il y a énormément de mesures possibles avec les satellites maintenant, avec les couleurs de l'infrarouge, que sais-je. Mais alors pour mesurer quoi? Je ne sais pas, tout ce que vous voulez mesurer. La rétention de carbone. Oui, et puis la qualité des eaux. Alors, je donne un exemple. Il y a un pays où il y a une politique de paiement pour les services environnementaux qui est citée assez classiquement, c'est le Costa Rica. Pourquoi le Costa Rica? Ne me demandez pas pourquoi, mais ils ont mis en... Alors c'est quand même lié aussi à l'activité. Parce qu'il y a Costa dans le nom. Oui, c'est la côte, c'est pas le coup. Oui, j'ai bien compris. Bon, mais il y a Rica, ils sont riches aussi. Et aussi. Et donc, l'activité, tout ce qui relève des forêts, mais aussi des agroforêts cultivées et des systèmes dits agroforestiers, relève de paiement de services environnementaux sur le stockage du carbone, sur le maintien et la préservation de la biodiversité, sur le système hydrologique et enfin sur la beauté des paysages. Et
Et ça s'applique au système agroforestier. C'est-à-dire on va retrouver des systèmes de caféiers sous couvert boisé d'érythrine, d'eucalyptus, etc., qui peuvent être assez élaborés. Hein. Et ces systèmes-là ont une rémunération. Et par exemple, pour les services hydrologiques, la rémunération vient directement de l'organisme national, le réseau hydrologique national, une EDF pour l'eau au Costa Rica, et qui fait l'approvisionnement en eau, qui gère l'eau collectivement. Et c'est elle qui paye les agriculteurs pour le maintien de rives boisées, etc. Au fond, ce que vous nous décrivez, c'est une politique agricole. Oui, et c'est pas du tout mon domaine puisque je suis écophysiologiste. J'entends bien. mais c'est ce cadre qui vous paraît nécessaire, qui vous paraît excellent, enfin parce que il gère la diversité, il gère la complexité, il permet d'atteindre les objectifs, il oblige à des mesures, enfin ça rassemble tout et c'est une politique. Oui, mais je suis d'accord, mais pour l'instant ça reste à l'état d'hypothèse. C'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir où une évolution déborderait de la forêt pour évaluer un certain nombre de services. Je vous donne juste un autre exemple, c'est le rapport Chevassus sur la valeur économique de la biodiversité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sorti l'année dernière. À la fin, dans ce rapport, ils essayent d'estimer une valeur économique d'une forêt tempérée. Et on s'aperçoit que la production de bois, alors la valeur économique d'un hectare de forêt tempérée est estimée à 900 € par hectare et par an. Et là-dessus, la valeur du bois représente 90 €, c'est-à-dire absolument 10% de la valeur économique de l'ensemble d'une forêt tempérée. Alors après, il y a un très gros pool qui est lié au stockage du carbone, qui représente presque entre un tiers et la moitié de la valeur économique. Et puis ensuite, il y a les valeurs de maintien de la biodiversité, il y a les accueils des urbains, il y a la chasse, il y a la cueillette, etc., qui sont estimés. Alors, bien sûr, Chevassus met en garde en disant, attendez, c'est pas des valeurs, ça a été fait avec des méthodologies qu'on a mises au point exprès pour ça, qui sont au tout début, on bégaye encore, etc. Mais ça donne une grandeur d'idée de ce que pourrait être l'agriculture plus tard, où la production qui est actuellement exclusivement rémunérée pourrait évoluer et ne représenter qu'une part de la rémunération de l'agriculteur. En tous les cas, ça a le mérite de montrer que la complexité de l'affaire et qu'il faut aller beaucoup creuser dans le détail pour voir la valeur des choses. Oui. Vous avez besoin de la recherche pendant encore quelques temps. Absolument. Pour toujours. On nous annonce que PAC, ça veut dire pour l'action carbone, hein, c'est ça, Hubert Garot. Bien, merci beaucoup.